Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Et bonjour à tous, bienvenue, c'est Sud Radio avec Gilles Gansman pour les médias. Bonjour Gilles. Bonjour Christine. On est tous en rose aujourd'hui à Sud Radio, oui. presque en tous les cas. Octobre Rose, on le rappelle, Sud Radio évidemment vous invite à participer à toutes les opérations qui sont menées pour... Et il y a un site Octobre Rose Absolument. pour aller faire des dons contre le cancer. Absolument. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme détective, une certaine capitaine Marlowe, mais avec celui qui fait partie on va dire, du casting de ce numéro que vous verrez vendredi, c'est le comédien Olivier de Benoît. Bonjour Olivier. Bonjour et surtout parlons vrai. Oui. Ben oui, bien sûr. Voilà, vous êtes sur la bonne Vous êtes place. sur la bonne place. Ah oui, c'est ce que j'ai dans... Parce que je suis un test visuel et je m'aperçois que je lis sans lunettes, parlons vrai. Ah bah et ça en va fait, bien c'est alors. le slogan de la radio. C'est un bien. hasard extraordinaire. C'est ça. Absolument. Et vraiment, c'est pas usurpé. Alors ça se passe en Bretagne. Est-ce que vous avez été choisi parce que vous appelez Olivier de Benoît? Ouais, Ça c'est- sonne breton, Olivier Alors de moi, Benoît. effectivement, puisque ma mère est une d'Abbeville, donc en fait c'est une famille bretonne, donc effectivement je suis à moitié breton. Donc, Aucun mais- lien avec le navigateur. Si, c'est le cousin germain de ma mère. Ah bon? Donc voilà, c'est un type dont j'ai salué l'héroïsme. En tout cas, quand j'étais enfant, c'était quand on parlait de Gérard d'Abbeville, pour ceux qui connaissent pas, celui qui a tracé l'Atlantique et le Pacifique à la rame, c'est vrai que c'était le héros des temps modernes. Et donc voilà, j'ai toujours une admiration sans borne pour lui. Et voilà, donc je suis très fier de le dire de temps en temps, surtout sur les radios importantes. Alors c'est donc vendredi Incroyable. soir 21h05 pour ceux qui ne le savent pas encore sur France 3. Capitaine Marlowe, ça s'appelle À contre-courant. Alors vous jouez dans un groupe de copains, on va raconter l'histoire, qui se retrouvent et vous devenez finalement le beau-père de votre meilleur ami par incidence et ça se passe mal évidemment, il y a un mort et c'est le capitaine Marlowe, on va dire Lui qui arrive, qui enquête. Ouais, avec son style, avec sa dégaine. avec sa Ouais, dégaine. alors c'est vrai que quand j'ai été choisi, j'ai été ravi parce que je suis un grand fan. Je suis un grand fan de Capitaine Marlowe. J'adore ce personnage qu'a créé Corinne avec José. Et tourner avec José Dayan, c'était exceptionnel parce qu'on tourne très vite. José sait exactement ce qu'elle veut et donc voilà. Et j'ai d'autant plus été ravi qu'elle m'a après reproposé et je reviendrai ici pour en parler, j'espère. Le Fred Vargas qui sort sur la dalle en janvier, où je joue aux côtés notamment d'Yvan Attal, Virginie Doyen, Ah, là, là. Sylvie Tessu, etc. Et donc vous aimez qu'on vous hurle dessus. Mais non, mais moi, j'ai toujours, je suis fan absolu. Je crois que c'est pas des C'est vrai hurlements, c'est simplement une espèce d'énergie qui est portée par José. Et voilà, les gens qui sont là jouent le jeu, savent que ça se passe comme ça. Mais moi, je suis un grand fan. Et voilà, je le dis au micro, je sais qu'elle nous écoute. Et je suis un grand fan et je suis amoureux de José Dayan. Ah ben, elle va être Ah, contente on va de être ce que contente, j'ai ouais. dit. Excusez-moi. Non, mais je sais qu'elle était là, Excusez-moi, José. il y a quelques Oui, Ouais, bien oui, souvent, oui, elle José. vient. Elle voilà. sera aussi chez Jacques Elle parle Plessis. vrai. Elle parle Ah vrai. oui, ça on peut pas dire le contraire. C'est ça. Mais c'est très agréable. Non, c'est très. Ce sont ce qu'on appelle des personnages, Exactement. des personnalités. On est voilà, moi je suis tout très intimidé. On vous voit José. Voilà, il y a une espèce de distance naturelle qui se crée et qui est très agréable. Comment vous voyez les profs avant? Oui, comme je vous vois je vous voyais mes grands-parents. Ah, Il y a vous une vous- espèce ouais, j'aime bien le vouvoiement. Je trouve qu'il y a une distance qui se crée, une espèce de respect. Cette langue française est formidable parce que l'anglais ne l'a pas. Alors la langue française se décline aussi dans les médias, c'est l'heure du zapping. Sud Radio Média, l'instant Je zapping. sais pas s'il existe un mot pour dire zapping en français. Vous savez, souvent Alors on a les des gens se étudiants réunissent pour de trouver un l'école mot. de journalisme de Paris, là, l'ISCPA, qui est là, qui nous regarde en ce moment. On va leur demander, ils ont un Il y test a en peut-être direct un- à voilà, faire de est-ce qu'il y a trouver un mot pour- l'équivalent français du mot zapping. Mais oui, je me suis jamais posé Sans la doute. question. Si en France on a l'affaire Est-ce que c'est pas le Tinder, non? Tinder, c'est très Vous drôle. scrollez. Pour scroller. On a le droit d'être drôle sur Sud Radio. Oui, Même bien si sûr. c'est pas drôle particulièrement, j'ai pas eu de rire des journalistes, mais la vanne était pas mal. Mais la C'est vanne était pas mal. Bon, mais merci de le dire. Si en France on a l'affaire Pellico, les Américains eux découvrent l'affaire P. Diddy qui s'annonce retentissante. Je ne sais pas si vous avez suivi, Christine, des viols en nombre, des orgies sous soumission chimique. Le 20h de France 2 a adressé l'état des lieux. À Miami, Los Angeles, les domiciles de P. Diddy font l'objet de perquisitions spectaculaires en mars dernier. Elles révèlent la détention de vidéos à caractère sexuel et de fusils d'assaut. Vous pouvez voir là que les numéros de série ont été minutieusement effacés. Dans les 14 pages de l'acte d'inculpation, le parquet de New York accuse Sean Combs de racket, trafic sexuel et transport de prostituées entre États. Des faits liés à des soirées organisées dans les années 2000 dans des hôtels. Combs aurait planifié et contrôlé des performances sexuelles qu'il appelait freak-offs.
Souvent, il les filmait. Les freak-offs duraient parfois plusieurs jours, impliquaient un grand nombre de prostituées, ainsi qu'une grande quantité de drogue. C'est incroyable, hein, l'affaire P. Diddy, et il dévoile de plus en plus des choses. Il aurait violé un garçon de 9 ans. Ouais. Et puis, évidemment, plus on avance, plus on découvre des choses sur P. Diddy. Si je puis juste me permettre, moi je trouve que rien que de voir la vidéo de ce malade en train de tirer les cheveux, de traîner par les cheveux son ex-femme dans l'hôtel, c'est terrifiant. On va dire le pauvre Dadi. Et rien que cette vidéo-là le mériterait qu'il finisse sa séjour en prison, rien que pour ça. Donc le reste est encore plus horrible, mais je dirais, ces images-là étaient d'abord insoutenables, déjà insoutenables. Oui. Comme comment un sénateur français se prend pour Martin Luther King? Il a fait un rêve, enfin c'est plutôt un cauchemar. Alors ça pourrait être un sketch écrit par vous. Il a imaginé, je parle j'ai un trou parce que j'ai pas écrit son nom mais ça va me revenir, de Claude Maluret. Claude Maluret a imaginé que Lucie Castex était devenue Premier ministre. Écoutez, c'est plutôt drôle. En écoutant tout à l'heure l'analyse de la situation politique par le président du groupe socialiste, j'ai eu brusquement une sorte de cauchemar éveillé, monsieur le Premier ministre. J'étais ici, à cette tribune, et en face de moi, ce n'était pas vous, c'était Lucie Castet. À ses côtés, Sandrine Rousseau, ministre des Finances et de la Décroissance, Sophia Chikirou, garde des Sceaux, Aymeric Caron, ministre de l'écologie et des insectes, Sébastien Delogu, ministre de la mémoire et des anciens combattants, Louis Boyard, ministre du développement durable du cannabis, et Jean-Luc Mélenchon, ministre des Affaires étrangères et de l'amitié avec la Russie, le Hezbollah et l'Alliance bolivarienne. Il peut faire du théâtre et du café-théâtre. Alors lui, vous le prenez, on prend tout de suite. Hein, moi, si vous m'avez dit que c'était quelqu'un qui était dans une matinale, qui était humoriste dans une matinale, je l'aurais cru. Le type. Oui, c'est drôle que c'est de de la politique. Ah bah, on est trop fort. Mais on est trop fort. Une espèce de télépathie. Est-ce que c'est de la politique, vous voulez dire quoi? Le fait Est-ce que les hommes politiques peuvent avoir ce ton-là? Point d'humour, parce que ça amène pas grand-chose au débat. Si c'est pour faire passer ses idées, je veux dire, l'humour a toujours été une force dingue. Après, moi, je suis humoriste, donc voilà. Après, le mélange des genres, je trouve ça toujours compliqué quand les humoristes deviennent trop politisés, etc. C'est compliqué. Il y a une espèce d'ambiguïté. Moi, je l'ai jamais eu. Moi, je suis un sale gosse qui fait des vannes, voilà, en costume. Vous vous souvenez de Santini qui récupérait toujours le prix de l'humour politique, ces petites phrases. C'était des bons mots, mais je pense que quand il avait un sujet sérieux à aborder, le type était sérieux. Après, c'était des gens qui étaient truculents. Mais voilà. Donc moi, je lis toujours ces phrases. Il y en a qui sont extraordinaires, ceux qui gagnent et les finalistes. Mais là, pour prendre ce cas-là, je trouve que c'est plutôt très très bien écrit. Olivier de Benoît, vous êtes un humoriste à l'humour décalé. Alors j'imagine que vous deviez apprécier Laurent Baffy. Laurent Baffy a une nouvelle émission sur Paris Première. Alors je l'ai choisi parce qu'il a été en Bretagne. Il a été, on va dire, embêter les Bretons. Et donc c'est désormais sur Paris Première et il fait une sorte de micro-trottoir avec le talent qu'on lui connaît. On a marre de la France, tout est trop cher, tout augmente, tout. Quand vous voyez un kilo de courgettes, 3 €, un kilo de courgettes, on va où? On va où depuis qu'on est en euros? On va où? Quand vous calculez, vous essayez de toujours convertir. Ben oui, parce que 3 €, ça fait 20 francs. Ça fait 20 balles. Ah bah oui, mais alors là, vous faites du mal si vous convertissez. Moi, je continue de convertir toujours un peu. Mais ça fait toujours un peu mal parce que je me dis, mince, un morceau de fromage, 6 €. Vous comptez 6 x 6, hein? Vous comptez? Ça fait 60 balles un morceau de fromage. Non, 6 x 6, 36. 36, oui. Et c'est sur Paris Première. Et alors, moi, je me suis toujours demandé comment il fait pour ne pas se faire... entre guillemets, attention, je mets alors là, il va à visage découvert. Non, mais c'est Baffy. Oui, c'est Baffy, mais comment, donc, il y a une malgré complicité tout, avec les... au début, il va tellement loin qu'on se dit, mais comment les gens s'énervent pas contre lui quand il fait ses sketchs. Raphaël Mesrahi, qui faisait ses interviews extraordinaires, mais tant qu'il était inconnu, c'était jouissif, mais après, effectivement, ça marche plus. Ouais. Est-ce qu'il y a du second degré? Est-ce qu'on est capable encore, quand on voit sur les réseaux sociaux des gens qui font des blagues, etc. J'ai une théorie très simple que je suis ravi d'exposer à Sud Radio si vous m'accordez 8 secondes. Je crois que l'humour n'est pas fait déjà pour être écrit. Voilà. Elon Musk s'en est rendu compte. La dernière fois qu'il a fait une phrase, on dit on essaie d'assassiner Trump, jamais Harris et l'autre, et son colistier.
il s'est fait avoiner parce que il a dit décidément l'humour écrit ça marche pas. Et donc lui essaye d'être drôle à l'écrit, ça marche pas. L'humour écrit ne marche pas et j'en suis absolument persuadé. Si vous n'avez pas le ton, si vous n'avez pas la situation, ça ne marche pas. Donc voilà. Donc le second degré sur les réseaux ne marche pas. Alors sauf si c'est un sketch et encore vous prenez 12 secondes d'un sketch, c'est hors contexte malgré tout, vous faites défoncer. Donc je ne crois pas à l'humour je le crois pas possible ailleurs que sur scène et c'est pour ça qu'il faut venir me voir. On pourra parler en deuxième partie. Est-ce que vous avez changé parce que vous êtes connu, parce que vous parliez de votre femme et qu'aujourd'hui les mœurs ont changé, on ne peut plus dire ce que vous disiez sur votre femme. Du coup, je suis parti sur mes enfants, c'est moins dangereux. C'est vrai? Non, mais j'ai rien changé. Le public. Vous faites les mêmes sketchs? Ouais, je fais les mêmes sketchs. Le public n'a pas changé et j'ai jamais eu de problème, si vous voulez. Non, je crois beaucoup à une théorie dont je parlais tout à l'heure, c'est l'ambiguïté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où alors vous avez un humour aussi corrosif qu'il soit et qu'il n'y a aucune ambiguïté sur la façon dont vous le proposez, parce que dans votre vie personnelle, oui, je suis malheureusement marié depuis 20 ans et ça dure. Donc, si vous voulez, voilà, j'en profite pour exprimer mon désarroi, d'où le droit au bonheur, le spectacle que je propose, où j'essaie de le trouver ailleurs. Non, mais voilà, à partir du moment où les gens sentent que c'est pour rire, ils adorent ça et vous pouvez aller aussi loin que vous voulez. Alors Olivier, je crois que vous avez un concurrent sérieux. Je ne sais pas si vous avez vu qui était... Non. Qui était à l'affiche de l'Olympia il y a une quinzaine de jours. C'était Xavier Niel ? Exactement. Oui, je suis très informé. Hein. Ah, je vois ça. Et je donc, prépare. Comment devenir milliardaire. Exactement. Et BFM Business l'a interviewé. Si vous voulez devenir milliardaire, retenez ces 3 conseils de Xavier Niel. Ce qui est important, c'est votre volonté, votre motivation. C'est pas important les études que vous avez. L'important, c'est votre envie de faire des choses, de créer des choses. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est de comprendre un environnement. Qu'est-ce que vous pouvez inventer qui dépasse ce qui a été fait? Qu'est-ce qui joue avec les règles dans ce qui a été fait? Ce qui va vous permettre de créer de la valeur. Et puis le troisième, c'est bien s'associer. Comment vous êtes capable de trouver les personnes qui vont être différentes de vous. L'important, c'est d'avoir de la diversité. C'est que si vous êtes d'origine sociale privilégiée, allez chercher quelqu'un d'une origine sociale différente. Si vous êtes un homme, allez chercher une femme. Si vous êtes une femme, cherchez un homme. Trouvez quelqu'un qui soit complémentaire avec vous, parce que cette diversité, ça va vous permettre d'avoir un autre point de vue. Et si vous avez un autre point de vue, ça va vous permettre de créer des grandes choses. Voilà. Donc, c'est 3 tout petits conseils comme ça, à l'arrache. Moi, j'en rajouterai un 4e, peut-être, c'est avoir du flair. Et moi, si j'en avais plus, je crois que j'investirais dans Sud Radio pour devenir milliardaire. Ah, bah bravo. C'est une bonne idée. C'est une radio qui monte. C'est absolument. Et on va vous faire le chèque, vous passerez la compte. Alors vous avez vu, c'est John, le réalisateur, qui m'a fait remarquer ça en montant le son. Vous avez vu la musique guerrière qu'il a mis derrière, comme les Américains qui aiment bien. Moi, je suis un grand fan de Xavier Niel. C'est vrai. J'aime beaucoup Xavier Niel. J'aime bien les gens qui réussissent. Je suis très chauvin en plus, et donc j'adore les gens qui réussissent et qui réussissent à l'étranger. Donc j'adore, par exemple, Bernard Arnault. Je suis fan de ces gens, de ces espèces d'aventuriers du 21e siècle. C'est du second degré ou du vrai? Vraiment, non, je suis extrêmement sérieux. Non, mais un type que moi je suis fan quand je sais qu'il y a des marques françaises qui cartonnent dans le monde. Je suis fan. Mais quand vous savez qu'il est critiqué. Oui, mais après on est toujours critiqué. Mais j'adore, je le dis. Voilà, il y a aucun complexe. Et quand les fistes le critiquent, vous comprenez quand la France Insoumise critique Bernard Arnault et les riches. Ils font ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent. Moi, je dis ce que je veux. Vous n'êtes pas d'accord avec eux? Non, je suis pas d'accord, mais c'est pas très grave. On passe. Vous n'avez pas de musique? Non. Mais si, j'ai de la musique. Mais oui, rapidement, un petit mot. Mais oui, mais alors, j'ai été perturbé par notre discussion. Oui, c'est le mois rose. Oui. Avec Octobre Rose. Oui. Donc, j'ai mis quoi en musique? Kimberly Rose, qui était en live à chanter Good Days dans C'est à vous. Voilà, c'est Octobre Rose et Sud Radio s'y associe évidemment. Mais oui, parce qu'on est très en retard, mon cher Gilles, et on reçoit Olivier de Benoît jusqu'à 10h30. Et on va le recevoir pour parler de Capitaine Marlowe. Ce sera vendredi soir, mais d'autres choses aussi dans son actualité. On se retrouve juste après ça, tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. Notre invité, le comédien Olivier de Benoît, que vous retrouverez vendredi soir à 21h05 sur France 3 dans la traditionnelle série, la fameuse série du Capitaine Marlowe, interprétée par Corinne Massiero. Alors, je voyais que la musique originale, c'est Catherine Lara. Bah oui. Mais je ne savais pas, mais j'entends. Tout le monde sait. Mais non, c'est pas arrivé jusqu'à moi, désolé. Je suis une fille et blonde en plus, donc ce n'est pas arrivé jusqu'à mon cerveau. Mais oui, mais elle est dans tous les épisodes à la fin avec le violon. Non, je rigole. Non, mais en tout cas, je l'ai pas vu.
Encore. Non, j'ai pas vu cet épisode. Ah, vous n'êtes pas non, vu? Je l'ai pas vu. Et vous regardez? Donc je sais où je serai vendredi soir devant ma télé. Et non, je suis ravi parce que si c'est aussi bien à l'écran que les moments qu'on a passés là-bas, ça devrait être un très bon moment. On explique le pitch. C'est Grégoire qui est grand reporter. Il est exilé sur une petite île en Bretagne. Il est sublime au demeurant, nous en tant que spectateurs. Il est avec tous ses vieux potes d'enfance. Il retape un vieux bateau. Ils veulent absolument profiter de la vie, sauf que Grégoire, il y a sa petite amie qui arrive et qui déboule, qui annonce qu'il va se marier avec elle, et c'est la fille d'un des meilleurs amis, et c'est votre fille dans le film. Et dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, j'ai une fille qui a 19-20 ans, et qui donc ça aurait pu m'arriver. Donc ça peut encore vous arriver. Ça peut, c'est horrible. Donc j'ai un sketch où je dis, je fais la première phrase du sketch que je fais qui est tout nouveau à propos de ma fille. Je dis l'autre jour, ma fille a ramené un mec à la maison. Je lui dis, tu nous as déjà fait le coup avec le Labrador, c'est encore ta mère qui va devoir s'en occuper. Donc, voilà, parce qu'elle se marie avec son meilleur ami, et donc c'est effectivement quelque chose qui passe mal. Et il y a une explosion, un bateau, et il y a Mika qui décède. C'est lui qu'on retrouve. Joué par Cyril Touvenin, qui est juste, alors il n'a pas un grand rôle, mais juste le début est juste incroyable. Oui, alors, on peut citer votre partenaire. Vous avez David Hallyday, je vais vous interroger là-dessus. Il y a Romane Boringer. Qui joue ma femme. Exactement. Lise Choprey, Saïda Jawad, qui est incroyable. Nicolas Carpentier, qui est aussi très important. Riwan Belkacemi. Jérôme Deschamps. Comment on joue avec David Hallyday? On chante d'abord. Vous le connaissiez? Non, je le connaissais pas. C'est vrai? C'est un type absolument adorable. On se retrouve tous les deux dans un hôtel dans une petite ville en Bretagne pendant 15 jours parce que c'était compliqué de rentrer. Et donc voilà, première rencontre avec David, c'était très sympa. Je pense qu'il était un peu nerveux, un peu stressé parce que c'est vrai que c'est pas son métier de base, et même s'il a déjà tourné dans des films, même des blockbusters aux États-Unis, le type est incroyable, il a une vie extraordinaire, d'une humilité dingue. Et je me suis fait un pote. Et d'ailleurs l'été suivant, je suis parti en vacances en Portugal avec ma famille, pas loin de là où il était, donc on s'est vu en vacances, donc voilà, on est devenus amis avec ce David, et voilà, c'est un type que j'aime beaucoup, et c'est Est-ce qu'il vous a donné des conseils de jeu? Lui? Ouais. Non, il m'a pas donné des conseils de jeu. Parce que ce qui est compliqué, et comme le racontait Christine, c'est que vous jouez une bande de potes, donc il faut qu'on ait l'impression que vous connaissiez depuis 15 ans. C'est une alchimie qui s'est créée avant la première prise, avec toute la bande, et on s'est revus après. On s'est fait des dîners après, la bande, avec tout le monde, on s'est fait des dîners. Mais non. Et ça vous a donné envie? On a vraiment, c'était une alchimie dingue. Et ça, je sais pas pourquoi, parce qu'on est tous différents, pas le même humour en tout cas, mais il y a un humour quand même. Je veux dire, tous différents, des personnalités différentes, et on s'est beaucoup marré. Donc avec Nicolas, David. Moi, ça m'a fait penser au film Nos meilleurs copains, où ces films un peu comme ça, très français d'ailleurs, où on se retrouve, quoi qu'il y ait des films anglais comme ça, on se retrouve entre bandes, et puis d'un seul coup, les histoires de jeunesse refont surface. Les histoires de jeunesse, c'est aussi on appelle ça la gestion du groupe aussi. On est meilleurs copains, mais il faut quand même gérer aussi le quotidien. C'est toujours compliqué. Oui, mais c'est vrai que là, ça a été, on a voilà. Mais je salue le casting parce que c'est vrai que c'est une chance, parce que on ne sait pas si ça marche ou pas. Et j'ai l'impression qu'avec José Dayan, ça marche toujours. Ah, José Dayan ici a dit, moi, je fais toujours plus de 5 millions. Donc on verra si cet épisode est dédié. Fera plus de 5 millions. C'est drôle. Vous n'avez pas la pression. Mais... Oui, parce qu'à un moment, je lui ai dit, ça va faire 2-3 millions. Et elle l'a pris très mal. Ah oui, elle m'a dit, non. Je fais toujours plus de 5 millions. Non, mais je pense que ça. Non, mais les gens sont attachés à ce personnage. En fait, Capitaine Marlowe est très français. C'est un personnage qui est très français. C'est beaucoup d'humour noir. C'est-à-dire beaucoup d'humour, un côté révolutionnaire, un peu hors norme, un parler vrai, hors des sentiers battus, etc. Truculent, voilà, une espèce j'allais dire la comparaison totalement, parce peut-être qu'on m'engueulerait, mais une espèce de d'Artagnan, une espèce de côté totalement, voilà, hors du circuit. Ou Jean Poiret qui avait joué Poulet au vinaigre. Voilà. On est un peu dans ce personnage-là. Je ne sais pas si vous aviez vu ce film. Ces personnages fous. Et ça finit toujours bien, et les gens s'attachent à ce personnage qui finalement un personnage est bon quand on dit on l'a déjà vu quelque part, et ce Capitaine Marlowe on l'a déjà vu quelque part. Capitaine Marlowe, Corinne Massiron, elle est aussi comme ça en dehors de la caméra. Ah oui. J'en ai vu des personnages qui sont. C'est un personnage dans la vie, Corinne. Ouais. Elle est exceptionnelle. Et puis surtout très drôle. Voilà ce que je retiens d'elle. Non, mais ils sont tous. C'est vrai que d'une humilité par rapport à son statut de star. C'est quand même Capitaine Marlowe. Ça fait des audiences extraordinaires depuis des années. On pourrait imaginer que la fille change de planète, etc. Très les pieds sur terre et très fidèle. Et voilà. Alors Christine Olivier, je vous propose d'écouter le Capitaine Marlowe dans ses œuvres. Voici la bande-annonce de ce téléfilm qui sera diffusé vendredi soir. Bonjour, Capitaine
capitaine Marlowe, s'il vous plaît? C'est moi! Mais c'est pas possible, il s'est passé quoi là? Drame en Bretagne. Quel flic vous êtes, vous? Bah, flic à Audimat. Je peux venir avec vous? Désolé, il n'y a qu'une place. Comme dans les cercueils. Quel con. Non mais vous faites un film là. C'est pas un film, c'est une série. Tu leur dis ou je leur dis? Vous passez suspecte numéro 1 bis. Et paf! Capitaine Marlowe, vendredi soir à 21h05 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Est-ce qu'elle improvise beaucoup? Juste, est-ce que vous m'avez vu vous m'avez entendu dans la bande-annonce? Oui. Je déconne. Non, mais je suis on me voit, mais on m'entend pas sur la bande-annonce. Est-ce qu'elle improvise beaucoup? Oui, et c'est pas, mais bon, il y a toujours ça une vous prise. Déstabilise pas du tout, parce qu'en fait, quand elle improvise, Corinne, ça finit toujours au bon endroit. Donc voilà. Mais tout ce qu'il y a au milieu, il y a parfois des fulgurances qui viennent. Donc il y a toujours une base qui fonctionne. Et un peu voilà, elle a du génie. Donc c'est vrai que c'est du génie au service de Marlowe avec une réalisatrice comme José, avec des scénarios extrêmement bien écrits. Ça fait un carton imprévisible au départ, parce que quand on voit le personnage, elle me fait aussi un peu penser à alors, je veux dire, comme on est dans les images, alors je suis moins cinéphile que vous. Mais je pense un petit peu à Pirates des Caraïbes aussi. Oui. Il a un côté, dans sa tenue d'ailleurs, sa chapka, etc. C'est vrai. Il y a l'habit fait le moine. On lui enlève, on va lui mettre un costume ou je sais pas quoi, on va lui mettre une tenue plus traditionnelle. Je pense que on a perdu le capitaine. Donc c'est un ensemble. Alors cette île bretonne aussi qui est magnifique, cette petite île, on disait avec Gilles, on y passerait bien nos vacances. Il y a une maison isolée sur une île. Alors c'est vrai qu'en plus, alors pour ceux qui verront, ils sont nombreux, je le sais, ça devient une île à marée haute. C'est rare. Donc on est on est pendant quelques heures totalement isolé du monde. Il faut prendre un bateau. C'est vrai que c'est féerique. Elle est loin du large ou pas? Non, elle est pas très loin. Elle est pas très loin. Mais c'est vrai qu'on a vraiment cette sensation d'une île. C'est vrai que on aurait très bien imaginé Jacques Brel. Ça aurait été moins loin pour lui que les îles Marquises. Il aurait pu se retrouver là. Il aurait été aussi tranquille. Et vous, en tant que Breton, en quoi vous avez du breton en vous? Je pense que je suis très fier d'ailleurs d'être à moitié breton. Je trouve que les Bretons ont une identité forte. Ils sont un peu du granit, c'est-à-dire qu'ils sont solides, les Bretons. Alors sinon, vous allez être en spectacle du 17 octobre au 28 décembre à l'Européen, en tournée. Est-ce que aujourd'hui, à notre époque, on évolue dans les spectacles avec à la fois la politique ou à la fois le monde qui... Alors déjà, moi, j'ai jamais beaucoup parlé de politique, mais alors ça ne m'amuse plus du tout, mais du tout. C'est-à-dire que j'ai beaucoup fait de sketch d'actualité. Donc moi, j'aime bien les spectacles intemporels. Et premièrement, deuxièmement, il n'y a pas de message dans mes spectacles. Peut-être le seul humoriste qui n'a pas de message, si ce n'est celui de faire rire. Moi, je suis obsédé par le rire. J'ai un contrat avec le public vient, il vient pour se marrer, il repart, et il s'est marré, et ça me fait tellement plaisir. Ça me suffit à mon bonheur. Donc vous préférez les sketchs au stand-up? Vous n'aimez pas trop la mode du stand-up? C'est pas un problème de forme, c'est juste un problème de contenu. C'est-à-dire que moi, ce que j'adore, c'est faire rire. Je suis pas moralisateur. Je suis pas là pour dire voilà. Les gens viennent pour sortir, ils prennent avec moi un avion, ils vont ailleurs pendant 1h30 et après c'est fini. Mais quand vous dites ça ne m'amuse plus l'actualité, etc. Parce que je la trouve trop chargée, je la trouve trop angoissante. Je trouve que tout est comme on le disait, tout est pris, tout est retourné, tout est pris au premier degré. Ça ne m'amuse absolument plus. Mais c'est personnel, c'est peut-être mon âge aussi. Moi, j'ai commencé les sketchs à 30 ans, j'en ai 20 de plus. Donc voilà, aujourd'hui, donc je fais des spectacles et je sens que le public, ça le fait très plaisir qu'on sorte de l'actu aussi. Et justement, le public, par rapport à cette actualité morose, dans le rire, il y a une difficulté. Vous disiez au début, c'est-à-dire faut faire attention, il faut trouver le bon dosage aussi, mais ça dépend comment la personne aussi le reçoit. Et finalement, le public le reçoit mieux que on ne le reçoit parfois sur les réseaux sociaux. Vous dites, je n'aime pas l'humour écrit. Pourtant, non, j'écris beaucoup. Donc je ne crois qu'à l'humour écrit parce que je crois l'impro c'est un truc en plus, mais j'écris tout est absolument écrit, tout est essayé. Donc je crois évidemment à l'humour écrit parce que c'est un spectacle écrit. En revanche, ce que je dis simplement, c'est que je ne crois pas à l'humour lu. C'est complètement différent. C'est-à-dire que moi, si je vous fais une vanne, par exemple dans mon spectacle, quand je me fais siffler par la moitié de la salle, c'est-à-dire les femmes, quand je dis j'ai 4 enfants, 2 garçons et 2 échecs, je me fais siffler absolument, tout le monde est mort de rire, on se dit quel con. Si j'écris ça sur Twitter, j'ai 5000 likes, dire misogyne, salaud, ça n'est pas fait pour être lu. Donc si vous voulez, c'est pour ça que je mets jamais aucune vanne sur Twitter ou ailleurs. Donc je veux dire simplement, c'est que c'est là où on a encore un peu de champ avec le spectacle vivant, c'est qu'il y a des choses qu'on fait au spectacle vivant qu'on ne peut pas faire ailleurs. Donc le public est plus intelligent qu'on imagine
j'imagine. Ah mais comme bien sur sûr, mais bien certains, sûr. sur certains sujets. Et puis c'est quand il n'y a pas d'ambiguïté. Comment ça se fait que vous n'êtes pas sur Instagram Alors, parce que tous les autres comiques font des sketchs sur Instagram. Je vais vous dire une chose, c'est mon producteur se bat pour que j'y sois plus. Pourtant, vous avez des enfants, ils pourraient gérer ça. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas sur Instagram à dire aux gens que je vais déjeuner. Je n'arrive pas à. Mais je n'arrive pas à. Je fais un métier qui est extraordinaire où quand je joue pas. J'écris, je suis dans mes pensées, je suis très contemplatif et je peux pas m'imaginer que toute ma vie soit liée à des posts Instagram où en plus comme je suis en permanence parano, que je suis je mets un post, s'il y a pas de like, je me dis même plus, s'il y a beaucoup de likes, je vais le refaire, je passe ma vie à regarder les commentaires, il y en a un mauvais sur 400, je me dis je suis malheureux toute la nuit, je suis totalement obsédé par le truc, donc j'ai commencé par le faire. À un moment donné, j'ai fait des vidéos en 2020 avec mes enfants sur Instagram et à un moment donné, quand mon enfant tombait, au lieu de le consoler, je lui demandais s'il pouvait retomber autrement pour pouvoir le filmer. Bon, je me suis j'exagère évidemment, j'en fais une blague, mais je veux dire par là, c'est que j'étais devenu obsédé où ma vie passait par le prisme d'Instagram pour essayer d'avoir des rires. Je me dis mais je suis complètement taré en fait. Donc je préfère peut-être avoir moins de monde, mais c'est pas le cas d'ailleurs puisque j'ai de la chance, les salles sont pleines. Mais voilà, c'est un média, les gens, il y en a qui adorent ça. Moi, et puis c'est pas c'est je crois le pire invité qu'on a eu. Comme ça, vous avez passé une mauvaise journée. C'est horrible. Franchement, non mais c'est vrai qu'il y a des gens qui adorent ça, mais même par éducation, c'est vrai que j'ai été éduqué, une espèce d'éducation où alors on se met pas particulièrement en avant, on raconte pas sa vie, etc. Donc c'est pas quelque chose qui m'est naturel. J'ai l'impression que les comiques ont disparu de la télévision. Ben en fait, il y en a beaucoup moins parce qu'il y a beaucoup moins d'émissions qui accueillent les comiques. Et donnez-moi des émissions d'accueil. Moi, je vais quotidien. Alors, ils ont des chroniqueurs, très bien, mais donc ils en ont. Et après, sinon, à part quotidien, il y a la radio, il y a beaucoup France Inter, il y a beaucoup de talent. Il y a RTL, il y en a 2. Mais c'est vrai qu'il y a plus d'émissions de prime time. Je parle à la télé, il y en a plus. C'est ce que disait Guy Carlier sur Sud Radio il y a quelques jours. Il disait c'est très difficile aujourd'hui de faire des chroniques d'humour, de prendre des sujets. Il y a une forme d'autocensure. Vous auto-censurez jamais? Non, parce qu'en fait, je m'auto-censure parce que en fait, je dis sur scène. Sur l'affaire Pélico, par exemple, sur l'affaire le rapport homme-femme. Je ne parle pas d'actualité dans mes spectacles. Donc l'affaire Pélico, j'en parle pas. Et puis je trouve qu'à partir, en plus, il y a une histoire de timing. Quand l'actualité est chaude, comme celle-là, moi, alors il faut que ce soit très bien fait. Quand c'est très bien fait, ça peut marcher. Mais vous voyez, par exemple, l'affaire Pélico, c'est un drame absolu. On est dans l'empathie, etc. Ça m'amuse pas, voilà. Donc, mais parce que moi, il faut que ça me fasse rire. Allez, merci beaucoup, on vous aurait écouté, et vous reviendrez quand vous voulez. Demain ? Si vous voulez. Non mais je suis le 1er novembre en rediff sur C8, j'ai oublié de vous dire, mon spectacle le petit dernier sera en rediff sur C8 le 1er novembre, donc si vous voulez voir le spectacle précédent, c'est sur C8. Un humoriste qui parle vrai sur Sud Radio, Olivier de Benoît, vous serez du 17 octobre, donc très bientôt, jusqu'au 28 décembre. Si vous venez à Paris, c'est à l'Européen, et ensuite en tournée dans toute la France, il suffit de regarder le programme, on va pas donner toutes les dates. À Bordeaux et à Toulouse. Exactement, et même au-delà, Montpellier, toutes ces grandes villes, mais il y a ailleurs. Et vendredi soir, on vous invite chaudement à regarder ce nouvel épisode du Capitaine Marlowe à contre-courant. C'est sur France 3, 21h05. Ça devrait cartonner, même s'il y a le nouveau jeu d'Arthur. Objectif 5 millions. Sinon, ça va mal se passer avec José Dayan. Je parie qu'on fait plus. Allez, chiche. Paris pris. Chiche. Dans un instant, on va continuer les médias. On va recevoir 60 millions de consommateurs et leur enquête sur les banques. Vous en recevez 60 millions ou vous en prenez 15? Non, on en prend 15. Ça va bien avec votre banque? Vous êtes content de votre banque? Oui. Non, mais en fait, c'est pas la banque qui est important, c'est le conseiller bancaire. Exactement. Non, mais c'est vrai. On va en parler dans un instant. Allez, on y va, parce que sinon on est en retard et on va me gronder derrière dans la régie. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman.